Les espions et l'histoire. Une émission de Madeleine Ricot, réalisée par Evelyne Frémy. Il était une fois d'habiles sorciers qui voulaient donner aux hommes, à tous les hommes de la terre, le moyen de vivre enfin dans la paix, la joie et le bonheur. Et cela, grâce au cadeau qu'ils allaient leur faire d'un objet merveilleux en forme d'œuf allongé. Aujourd'hui, les espions idéologiques de la bombe atomique. Première partie, Alec, avec Roger Carrel, Robert Murzeau et la participation de Jacques Houbard. Voici donc, monsieur Mackenzie King, le premier résultat que je puis vous donner du dépouillement des documents remis par Igor Gouzenko, attaché au service du chiffre de l'ambassade soviétique à Ottawa, lorsqu'il est venu le 10 octobre 1945 demander asile et protection à notre gouvernement. Je vous remercie, inspecteur Léopold, pour le travail effectué par vous et vos collaborateurs du service de contre-espionnage et pour la clarté de votre exposé. Il résulte de celui-ci que les Russes ont demandé que leurs agents secrets au Canada obtiennent des renseignements sur des sujets les plus variés et que ces agents ont, hélas, obtenu et livré des précisions sur des explosifs, des mouvements de troupes, sur le radar de détection, sur des fabriques d'armes, sur les obus électroniques, etc. Ces révélations sont graves, messieurs. Fort graves. Mais j'aimerais savoir si elles ne sont pas aussi plus tragiques, car les soviétiques demandaient des renseignements concernant la bombe atomique. Voulez-vous nous relire, inspecteur Léopold, ce qui concerne les instructions données à ce sujet? Voici. Il était demandé à Grant, alias Zabotin, l'attaché militaire russe à Ottawa, ainsi qu'il ressort des révélations de Gouzenko concernant les pseudonymes des agents secrets travaillant pour l'espionnage soviétique. Il était demandé à Grant d'obtenir les caractéristiques des produits composant la bombe atomique, ses procédés de fabrication et les dessins y correspondants. Il était également ordonné à Grant d'obtenir des renseignements détaillés sur l'usine de Chalk River dans l'Ontario et le traitement de l'uranium, ainsi que d'obtenir la remise d'un échantillon d'uranium-235. Et peut-on craindre, inspecteur Léopold, que ces renseignements aient été obtenus et livrés? Il y a tout lieu de le croire, monsieur le Premier ministre. Sur quoi basez-vous votre affirmation? Sur des câbles que nous avons décodés, monsieur Mackenzie King. Ils sont adressés à Grant, alias Zabotin, par le directeur, ainsi signe le chef des services secrets soviétiques, ou bien expédiés au directeur par Grant. Et que disent ces câbles? Le premier, numéro 10458, en date du 30 juillet 1945, dit ceci. Pour Grant, essayez d'obtenir d'Alec, avant son départ, des renseignements détaillés sur les progrès des travaux en cours sur l'uranium. Discutez avec lui. Pense-t-il qu'il est préférable pour notre travail qu'il reste sur place? Pourra-t-il faire cela ou vaut-il mieux qu'il se rende à Londres? Alec. Connaissez-vous l'identité de celui qui porte ce pseudonyme, inspecteur? Eh non, hélas. Gouzenko n'a pu vous la donner? Non, il ignore les noms véritables des membres des cellules d'espionnage. Ils ne sont que 5 par cellule et un seul est en contact avec le représentant de Zabotin. Mais cet Alec doit être un savant très qualifié, très bien placé, ou plutôt fort mal placé pour le gouvernement canadien, comme l'on peut en juger par le câble envoyé par Grant Zabotin au directeur le 9 juillet 1945. Lisez-nous donc ce câble, inspecteur. Fait communiqué par Alec. Premièrement, les expériences de la bombe atomique ont eu lieu à New Mexico. La bombe jetée sur le Japon était faite d'uranium-235. On sait que la production d'uranium est de 400 grammes par jour à l'usine de triage magnétique de Clinton. Deuxièmement, Alec nous a remis un platine avec 162 microgrammes d'uranium-235 sous forme de noxide en feuilles minces. Nous n'avons pas de nouvelles de cet envoi. Signé Grant. Ainsi donc, un échantillon du 235 aurait été livré aux Russes. C'est incroyable! D'après Gouzenko, cet échantillon enfermé dans un tube de verre aurait été emporté par avion spécial à Moscou par le colonel Motinov,
l'attaché militaire adjoint. Il faut découvrir l'identité de cet Alec et l'arrêter au plus tôt. Nous allons nous y efforcer, monsieur le Premier ministre, car si nous ne connaissons pas le véritable nom de l'homme, nous avons quelques indices qui peuvent permettre de l'identifier. Et cela grâce à un autre câble de Zabotine au directeur. Et il faudra communiquer ces indices à nos collègues des services spéciaux du contre-espionnage de Scotland Yard. En effet, Alec doit se trouver à Londres depuis le début de ce mois. Messieurs, la situation est extrêmement grave. J'estime de mon devoir de Premier ministre du Canada, et quelles que puissent en être les conséquences, de prévenir les gouvernements de la Grande-Bretagne et des États-Unis de notre découverte de ce prodigieux réseau d'espionnage. Il n'est pas question de faire une communication aussi grave et confidentielle par câble ou téléphone. Je me rendrai donc personnellement à Washington pour m'entretenir avec le président Truman et à Londres pour mettre Lord Attlee au courant de l'affaire qui se poursuit d'ailleurs maintenant sur le territoire anglais. Monsieur Robertson, en tant que secrétaire d'État aux Affaires étrangères, vous m'accompagnerez, ainsi que vos adjoints, messieurs Matthews et Handy. Nous quitterons Ottawa le 28 septembre. En ce cas, nous pourrions peut-être prendre le Queen Mary, qui quittera New York le 30 septembre, je crois. Messieurs, en aucun cas, le secret de la cause de ce voyage en Angleterre ne doit s'ébruiter. Trouvez un prétexte quelconque. Nous pourrions peut-être informer la presse que vous voulez établir les droits du Canada à participer aux décisions qui doivent organiser la paix auprès des gouvernements qui vont avoir à les prendre. Cela me semble excellent. Souhaitons que ce prétexte nous permette de démasquer, avant qu'il ne soit trop tard, le redoutable espion que semble être cet Alec. Inspecteur Whitehead, je ne pense pas qu'il nous sera trop difficile d'identifier Alec, grâce aux renseignements fort précis que contient le câble de l'honorable Zabotine à l'honorable directeur de Moscou en date du 18 juillet. Il nous faut en premier nous rendre au King's College dans le Strand, où il est annoncé qu'Alec doit travailler à partir de début septembre, si vous le voulez bien, inspecteur. Colonel, je ne vois pas en quoi ma volonté peut influer sur les désirs ou décisions du chef des services spéciaux de Scotland Yard. En conséquence de quoi, eh bien que nous soyons entrés dans le week-end du 6 et 7 octobre, je suis résigné à vous accompagner à ce King's College. Mais je me demande sur qui nous allons pouvoir nous informer. C'est Alec, qui ne porte pas, bien entendu, le prénom ou le nom d'Alec, et dont nous n'avons aucune description physique, et peut-être professeur de lettres ou d'histoire, de mathématiques ou de gaélique, à moins qu'il ne soit économe ou cuisinier. Plaisanté, Whitehead. Il s'agit d'un homme qui connaît parfaitement la physique, puisque le câble de Zabotine dit qu'il doit aller faire un séjour de 2 semaines à l'usine d'uranium de Petawawa. Oui, ce qui, si nous appliquons la technique Sherlock Holmienne, doit nous mener droit à un professeur de physique. Excellente déduction, Dr. Watson. Si l'affaire n'était pas si grave, nous pourrions nous féliciter de nos intuitions policières. Si elle nous conduit sur la bonne piste. Pour le savoir, partons sans plus tarder, et sans avoir un regard vers la théière du 5 o'clock, en direction de King's College. Nous sommes un samedi, messieurs les inspecteurs. Je ne fais que tenir la permanence de la faculté de physique du King's College et pour votre vérification de douane, je ne peux que vous communiquer le registre qui indique les professeurs, les conférenciers, les attachés divers qui viennent de l'étranger, mais rien d'autre. Je vous remercie, monsieur. Ce registre nous a été déjà fort utile. Il nous a permis de relever une douzaine de noms de personnes venant du Canada. Il nous faut maintenant trouver parmi ces noms celui de l'homme qui a fraudé les douanes. Peut-être le directeur de la division de physique, car il s'agit sans doute de quelqu'un appartenant à ce département. Pourrait-il nous aider? Oh, mais c'est qu'il n'est pas là. Il est parti à la campagne pour le week-end. Notre enquête ne peut attendre. Eh bien, en ce cas, on pourrait peut-être essayer de le joindre à la campagne. Mais cela ne va pas être facile. Nous serons patients. Oui. Et nous fumons une pipe en attendant. N'est-ce pas, colonel N'est-ce pas, colonel Burt? Je vous y autorise, Whitehead. Vous dites, monsieur le directeur, que le docteur May
a travaillé à l'Atomic Energy Project à Montréal comme chef de groupe. Et qu'il est arrivé début septembre à la faculté. Oui, ce doit être notre homme. Mais je vous en prie, gardez le secret sur notre enquête. Raison d'État. Et merci pour votre coopération, monsieur le directeur. Merci. Et monsieur, vous qui êtes de permanence, voulez-vous nous donner la fiche du docteur May qui doit se trouver dans le fichier du personnel? Vous avez l'autorisation du directeur, mais comme lui, vous devrez garder le secret le plus rigoureux sur notre enquête. Oui, bien, monsieur l'inspecteur, je ne vous ai pas vu. Parfait, mais nous voudrions bien voir la fiche du docteur May. Un instant. Ah, la voici. Merci. Vous pouvez nous laisser maintenant. Bon. Docteur Alan Nunn May, maître de conférence, doyen de la division de physique nucléaire, né le 2 mai 1911 à Kings Norton. Où cela se trouve-t-il? Près de Birmingham. Il est donc anglais. Et âgé de... De 34 ans. 34... Ah, il en paraît plus sur sa photo. Vous voyez, il est déjà chauve. Non, on ne peut pas dire que ce soit un Adonis. Cette tête avec ses petits yeux, ses lunettes à monture métallique, ça me fait penser à un Herr Professor. Quant à moi, sa petite moustache noire me fait songer à Hitler. Cet homme a l'air bien insignifiant. Mais précisément, la moustache de Hitler le rendait ridicule et pourtant... Il ne faut pas se fier aux apparences. Leçon numéro 8 destinée aux inspecteurs de Scotland Yard. Appointement du docteur May, 800 livres par an. Domicile, Stratford Terrace, Kensington. Une petite rue bien tranquille près de Kensington High Street, avec des jardinets devant chaque maison. Parfait. Nous pourrons y faire établir dès cette nuit une surveillance, car si nous en croyons le câble, Alec doit rencontrer son contact le 7 octobre, soit demain, ou le 17, ou le 27. Et si nous en croyons le câble suivant expédié par l'honorable directeur Zabotin et rectifiant les conditions du rendez-vous, Alec, ayant le journal Times sous le bras gauche et venant de Tottenham Court Road, devra rencontrer sur le trottoir en face du British Museum un homme... Ou une femme, enfin, un contact. Il y aura dans la main gauche le magazine Picture Post, lequel contact demandera quel est le chemin le plus court pour aller au Strand. À quoi Alec devra répondre « Suivez-moi, j'y vais justement ». Puis il ajoutera, pour complément de sûreté, car on ne sait quel Olibrius portant également le Pitch Post à la main gauche pourrait s'aviser lui demander précisément devant le British Museum le chemin du Strand. Donc, pour éviter toute imprudence, Alec ajoutera « Bon souvenir à Michael ». Eh bien, colonel Burt, on peut dire que nos amis et alliés... On peut dire qu'ils en prennent des précautions. Tellement, inspecteur Whitehead. Et nous ne savons pas si la rencontre aura lieu à 23 heures, comme prévu par Zabotin, ou à 20 heures, comme prévu par le directeur. Car ainsi que celui-ci le câbla, à 23 heures, il fait trop sombre. Et en effet, comment discerner à 23 heures si le journal est bien le Times et non l'Observer, et le magazine le Pitch Post et non le Punch? Je parierais pour 20 heures. Le désir d'un directeur ne prévaut-il pas toujours, n'est-ce pas, sur la volonté d'un collaborateur? De toute façon, Whitehead, nous établirons nos hommes dès le début de la soirée dans le secteur du British Museum. Dommage que le 7 octobre tombe un dimanche. Hein? Pourquoi donc? Bon, toutes les boutiques de librairie et d'objets d'art, enfin, d'objets d'art ou prétendus art, tous les salons de thé qui se trouvent en face du musée sont fermés. La rue sera pratiquement déserte et nos inspecteurs auront du mal à tenir leur surveillance pendant plusieurs heures sans se faire remarquer. Décidément, le sort est toujours contre la loi. Il fallait que ce 7 tombe un dimanche. Mais rien ne prouve que la rencontre aura lieu demain plutôt que le 17 ou le 27. Dates qui, heureusement, ne correspondent pas à des dimanches. Alors, Whitehead, comme je n'ai reçu aucun appel de vous ou de vos hommes, je suppose que la nuit a été calme. Ah, fort calme, colonel Burt.
Ni à 20h, ni à 23h, ni entre ces deux points du temps de la soirée d'hier, nous n'avons assisté à la rencontre devant le British Museum de deux quidam porteurs de journaux ou de magazines, en quelque langue que ce soit. Et le docteur May, condamné sa surveillance et sa filature? Sa surveillance, car de filature, il n'y a pas eu lieu d'en faire. Mais n'est pas sorti de chez lui. Non. Mes hommes ont pu l'apercevoir à travers les vitres du beau window de son living, fumant sa pipe et lisant toute la soirée. Peut-être nous sommes-nous trompés. Ce docteur May ne serait pas Alec. Malgré les coïncidences, il est bien physicien nucléaire, et il est bien revenu en Angleterre à la date précisée dans les câbles de Zabotine. On a vu des preuves plus troublantes envoyer des innocents à l'échafaud. Rappelez-vous sa photo, il semble un petit homme bien timide, insignifiant, incapable d'action. Je me souviens aussi de ce que vous m'avez dit hier en voyant cette photo, il ne faut pas se fier aux apparences. Apparence ou pas, nous devons absolument et de toute urgence obtenir le plus de précision sur le docteur Nunn May. Car nous ne pouvons pas perdre un temps si précieux à surveiller un innocent, pendant que le véritable espion opère. Comment obtenir ces renseignements sans éveiller les soupçons? L'affaire est tenue soigneusement secrète car la découverte du réseau d'espionnage canadien ne doit pas être connue du public. Puis-je en savoir la raison, colonel Burr? Elle est fort simple. En quelques mois, tous les ministres des Affaires étrangères des puissances alliées doivent se réunir à Moscou pour y régler une infinité de questions internationales de première importance. Ah oui, je comprends. Si on dévoilait publiquement cette affaire d'espionnage soviétique au Canada, la réunion de Moscou serait peut-être finie avant d'avoir commencé. Sans doute. Il faut donc surveiller tous les suspects dénoncés par les documents de Guzenko et attendre. Mais revenons au docteur May. Oui. Eh bien, il y a, je crois, un moyen de savoir si c'est bien Alec. Lequel? Servons-nous de la précision contenue dans le premier câble, qui disait qu'Alec, avant de se rendre à Londres, devait séjourner 2 semaines à l'usine d'uranium de Petawana. Nous pouvons faire prévenir discrètement la police montée canadienne de vérifier si, courant août, ou début septembre, le docteur May a séjourné à Petawana. Voilà un recoupement qui innocentera ou inculpera indubitablement le docteur May. Dr Cockcroft, c'est vous, je crois, qui, en tant que directeur de l'Atomic Energy Project, avez fait venir le docteur Nunn May à Montréal. Parfaitement, inspecteur Léopold. Il m'avait été signalé par Sir Charles Ellis, avec qui il avait travaillé dans son laboratoire à Londres, comme un de ses collaborateurs les plus précieux. Sir Charles l'avait fait entrer ensuite aux recherches du service des alliages pour tubes, installé au laboratoire Cavendish à Cambridge. Ce service des alliages pour tubes est le nom de camouflage du service des recherches nucléaires, n'est-il pas vrai, Dr Cockcroft? Oui, et vous devez savoir aussi que l'Angleterre étant trop exposée au feu de l'ennemi en 1942, il fut décidé que des chercheurs anglais iraient s'installer et collaborer avec leurs collègues canadiens et américains à Montréal et à Chalk River. Il était naturel que nous fassions venir auprès de nous nos collaborateurs de Cambridge. Naturellement, tous avaient signé l'Official Secret Act par lequel ils prenaient l'engagement de ne révéler quoi que ce soit sur leurs travaux. Mais que voulez-vous savoir sur le docteur May, dont nous avons été très satisfaits pendant les 2 ans et demi de son séjour, soit jusqu'à la fin de la mise au point de la bombe atomique? Je voudrais savoir si, avant son retour en Angleterre, il s'est rendu à l'usine de Petawana à Chalk River. Mais oui, je peux même vous préciser les dates. Un instant. Je vous en prie. Voici. Le 16 août 1945 et une deuxième fois le 3 septembre, juste avant de rentrer en Angleterre. Ces séjours étaient-ils naturels? Parfaitement. Le docteur May avait été envoyé précédemment plusieurs fois au laboratoire de recherche nucléaire au Manhattan Project, près de Chicago. Et pour y faire quoi? Des expériences de laboratoire avec nos collègues physiciens américains. Bien. Je vous remercie, Dr Cockcroft. Aucun doute. Après la lecture de ce rapport de l'inspecteur Léopold, Alec et le docteur May ne font qu'un.
Il faut ordonner une surveillance constante de sa personne et placer des inspecteurs aux abords du British Museum le 7, 17 et 27 de chaque mois. Ne pensez-vous pas que c'est inutile, colonel Burt? Le fait que May n'ait pas bougé de chez lui le 7 octobre n'indique-t-il pas que la fuite de Guzenko avec ses documents a fait prendre des mesures de sécurité à tout le réseau d'espionnage? C'est possible, mais pas certain. Les soviétiques ne savent pas exactement ce que Guzenko a livré. Alors, la plupart des documents apportés auraient dû être brûlés. Et puis si le docteur May n'est pas sorti le 7 octobre, c'est qu'il n'avait peut-être rien à livrer à son contact. Nous pouvons être plus heureux le 17 ou le 27. Moi. Tiens, c'est toi, John, qui viens me remplacer à Stafford Terrace? Je croyais que tu étais de surveillance devant le British Museum. Sommes-nous pas le 27 janvier? Exact. Mais l'inspecteur Whitehead a voulu me faire changer d'air. Il a compris que j'allais avoir une dépression si je devais une fois de plus arpenter le trottoir en face du musée. J'en suis à ma 3e paire de semelles. Eh ben, quant à moi, j'en suis à mon 4e coryza. 1 par mois de surveillance. Passe encore pour semelles et coryza si nous avions obtenu le moindre résultat. Ouais, ou si nous pouvions nous distraire un peu par le spectacle des petites amies du suspect. Mais non, ce petit bonhomme-là, calme, timide, insignifiant, mène une vie bien paisible entre ses cours au King's College et sa modeste demeure. Ouais. Il semble ne rien aimer d'autre que ses livres et sa pipe. Je ne sais pas de quoi au juste le colonel Burt le soupçonne. Ça doit être grave si on en juge par notre surveillance constante. Et ça ne peut guère l'être si l'on en juge par le personnage. Ouais, souhaitons en tout cas être bientôt fixés. Sinon, mon vieux John, les inspecteurs de Burt et de Whitehead pousseront des racines au printemps à côté des arbres de Stafford Terrace. Ah, Whitehead! Nous allons enfin pouvoir passer à l'action. Cette action que j'espère, depuis que l'on nous a signalé le départ clandestin à bord d'un navire soviétique de l'attaché militaire Zabotin, ainsi que le départ du Canada en congé indéfini de l'ambassadeur Zarubin, et enfin, l'échec de la conférence de Moscou. Il a fallu attendre les déclarations indiscrètes du journaliste américain Drew Pearson, le 5 février à la radio, pour que Mackenzie King se décide enfin à faire une déclaration publique hier, 14 février. Aujourd'hui, tous les suspects vont être arrêtés au Canada. Nous pouvons agir à notre tour. Devons-nous arrêter le docteur May immédiatement, colonel Burt? Non, je vais aller l'interroger dans son laboratoire et je verrai. Au point où nous en sommes, il n'est pas nécessaire de brusquer les choses. On peut le laisser en liberté surveillée. Peut nous conduire à une nouvelle piste. J'en doute fort, colonel. En 4 mois, j'ai appris à connaître l'homme. Il n'a pas fait un impair. Non. Nous allons voir. Docteur May, docteur Alan Nunn May. Lui-même. Veuillez m'excuser de vous déranger. Je me présente, colonel Leonard Burt, des services spéciaux de Scotland Yard. Savez-vous, docteur May, qu'il y a eu des fuites au Canada de renseignements concernant la bombe atomique? Je n'en ai jamais entendu parler. Et Zabotin, ou Grant, ces noms vous disent-ils quelque chose? Rien. Absolument rien. Vous n'avez jamais été contacté au Canada par des personnes qui auraient voulu que vous leur communiquiez des secrets atomiques? Jamais. Et je n'ai jamais livré un seul des secrets que je connaissais. En tant que citoyen britannique, docteur May, êtes-vous prêt à donner aux autorités de votre pays toute l'aide possible? Pas s'il s'agit de contre-espionnage. Expliquez-vous. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Cela signifie que je ne veux pas donner à vos services des renseignements qui pourraient compromettre des amis. Au revoir, messieurs. Docteur May. Qu'y a-t-il, monsieur? Que me voulez-vous? Inspecteur Whitehead, j'ai sur moi votre mandat d'arrêt. Fort bien.
Je m'y attendais. Je n'ai pas voulu vous le communiquer devant vos étudiants, j'ai attendu la fin de votre cours. Suivez-moi, je vous ferai lecture de ce mandat dans la voiture qui va vous conduire. Où cela? Au tribunal de simple police Bow Street. Où l'on juge les vagabonds et les ivrognes. On y verra pour une fois un professeur d'université. Malheureusement, grâce à vous, docteur May. Mais soyez tranquille, vous n'y resterez guère et serez déféré aux tribunaux criminels. Et docteur May, le greffier est prêt à prendre les aveux que vous avez accepté de lui dicter. Voilà. Il y a 1 an environ, je reçus la visite à mon domicile, Swile Avenue, à Montréal, d'un homme que je ne connaissais pas et dont je n'ai jamais su le nom. Je ne peux donc pas vous le donner. Lui savait que je travaillais pour le laboratoire. Il voulait que je lui fournisse des renseignements concernant les recherches atomiques. Je dois vous dire que j'avais beaucoup réfléchi sur ce sujet. Les États-Unis devaient-ils posséder seuls les secrets de l'énergie atomique et les employer? J'avais conclu mes réflexions par la pénible décision qu'il était nécessaire de communiquer des renseignements d'ordre général sur ce sujet. Voilà pourquoi j'accueillis favorablement la proposition de mon visiteur. Je le revis plusieurs fois lors de mon séjour. Il me demanda des renseignements précis que je ne comprenais pas. Il me demanda aussi de lui procurer des échantillons d'uranium. Je lui remis des quantités infinitésimales d'U-233 et d'U-235. Je lui donnai aussi un rapport sur ce que je savais des recherches atomiques. D'ailleurs, ces renseignements ont déjà été publiés, ou vont l'être incessamment. Cet homme me remit des dollars, j'ai oublié combien. Dans une bouteille de whisky, j'acceptai, mais bien malgré moi. Avant de quitter le Canada, il fut convenu que je rencontrerais à Londres quelqu'un que je ne connaissais pas. Je n'ai pas gardé le souvenir des modalités de cette rencontre à laquelle je ne suis pas allé car j'avais décidé que ces méthodes clandestines ne répondaient pas à ce que je désirais, c'est-à-dire une mise en commun et un contrôle international de l'énergie atomique. Tout cela m'a été extrêmement pénible et je ne m'y suis engagé que parce que je pensais que je contribuerais ainsi à la sécurité de l'humanité. Ce n'est pas par intérêt que j'ai agi. Alan Nunn-May, vous comparaissez ce jour du 1er mai 1946 devant le tribunal d'Old Bailey sous l'inculpation d'avoir violé l'Official Secret Act et d'avoir, entre le 1er janvier et le 3 septembre 1945, dans un but contraire à la sécurité et à l'intérêt de l'État, communiqué à une personne dont l'identité est inconnue des renseignements susceptibles d'être utiles à une puissance ennemie. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Je plaide coupable, monsieur le juge. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Messieurs les jurés, cette affaire est l'aventure assez sordide d'un homme qui a cru qu'il pouvait se placer au-dessus des lois et de la politique de son pays. Un pays où il est né dans une honorable et heureuse famille. Son père possède une fonderie de cuivre près de Birmingham. Il a une sœur et 2 frères. Il a été élevé dans la foi protestante qu'il ne possède plus d'ailleurs. Brillant élève, Alan Nunn-May a obtenu des bourses successives qui l'ont amené à Trinity Hall à Cambridge. Il y a obtenu un certificat de mathématiques, un autre de bachelier S.Art et un autre d'histoire naturelle, tous avec mention très bien. Il a passé son doctorat de philosophie en 1936. Nunn-May, vous avez fait un voyage cette même année à Leningrad. Vous ne cachiez pas d'ailleurs vos sympathies pour les communistes, mais il faut reconnaître que la plupart de vos camarades professaient les mêmes opinions de gauche en ces années où montait le fascisme. Il me faut aussi reconnaître que l'on a relevé à votre encontre, dans votre passé, que le fait que vous avez été membre du comité de rédaction du Scientific Worker, l'organe de l'Association nationale des travailleurs scientifiques. Si vous pensiez vraiment
que les découvertes atomiques devaient appartenir à toutes les nations, vous ne deviez pas signer l'Official Secrets Act. Et pourtant, vous avez signé. Et pourtant, vous avez livré des renseignements et accepté pour cela de l'argent. Mon client, messieurs les jurés, n'a pas trahi le secret de la bombe atomique, car il ne le connaissait pas. Les informations qu'il a fournies ont permis seulement à des savants étrangers, se livrant aux mêmes recherches, de ne pas perdre de temps. Le docteur May a d'ailleurs été influencé par une déclaration de Lord Churchill assurant que l'Angleterre avait mis à la disposition de la Russie toutes les connaissances techniques susceptibles de l'aider. À tort ou à raison, le docteur May a été indigné de voir ses promesses faites à un allié devenir le monopole d'un autre. Il n'avait rien à gagner, sinon ce que nous avons tous à gagner en faisant ce que nous tenons pour juste. Et il avait tout à perdre. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, monsieur le juge. Voici donc la sentence. Alan Nunn May, j'ai écouté avec étonnement l'exposition de votre thèse. Vous seriez, d'après votre défenseur et vos aveux, un homme d'honneur agissant selon son devoir. Comment un homme dans votre situation a-t-il pu avoir l'orgueil, pour ne pas dire la perversité, de s'arroger le droit d'une telle décision, alors que vous aviez pris l'engagement par écrit de n'en rien faire? Vous avez commis là un forfait abominable, vous vous êtes déshonoré. L'argent, dites-vous, n'a pas été le motif de vos actes. Vous n'en avez pas moins reçu. Votre cas est très mauvais. Le tribunal vous condamne à 10 ans de travaux forcés. Il était une fois d'habiles sorciers qui voulaient donner aux hommes le moyen de vivre dans la paix, la joie et le bonheur. Mais un de ces sorciers, qui se croyait très malin pourtant, fut pris par des humains qui ne comprirent pas ses intentions et le condamnèrent à vivre enfermé. Il fut si sage en sa prison, il avait toujours été très sage d'ailleurs, qu'au bout de 7 années, non de 10, il fut libéré. Mais on le pria de ne plus jamais s'occuper des recettes magiques qui doivent donner le bonheur aux hommes.